Quelle émotion! C'est toujours particulièrement émouvant de parler devant ses pairs. Quand on parle dans d'autres circonstances, on a de l'émotion ici, mais être devant vous aujourd'hui, ça me touche particulièrement et je voulais commencer mon propos par vous remercier du fond du cœur de l'engagement qui est le vôtre. Il y a ici des visages qui sont familiers. Il y avait Pierre Parot tout à l'heure qui était au premier rang, qui est un premier adhérent quasiment des Verts. Je crois que tu es adhérent depuis 41 ans. Et je vois aussi des visages plus récents que je n'avais jamais vus. Et c'est ça la force de l'écologie. Car voyez-vous, l'écologie politique, nous ne sommes pas des enfants du vide. Nous venons de quelque part. Nous sommes forgés par l'histoire, la géographie, le sens de ce qui arrive à notre planète, à nos régions, à nos pays. Et aujourd'hui, voyez-vous, quand on célèbre quelque chose, un 26 avril, on pense au 26 avril 1986, un peu après 1h du matin, lorsque le 4e réacteur de la centrale Lénine à Tchernobyl est entré en fusion. Parce que ces phénomènes, ces destructions massives de l'environnement, l'impact qu'a notre civilisation sur ce qui nous entoure. On est ici, passage Lisa. Ça commence les pleins pouvoirs. On a un sens aigu de ce qui arrive à ce qui nous entoure et à ce qui nous arrive à nous-mêmes. Et ainsi, on parle beaucoup de Donald Trump, et je vais en reparler un petit peu parce que c'est un lien, je pense, très important avec ce qui est en train de se passer et ce qui peut se passer dans l'Union européenne. Je me rappelle, Cyrielle a rappelé il y a 10 ans l'accord de Paris. Et il y a 9 ans, l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Déjà, il sort de l'accord de Paris. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que dans la foulée, les élections européennes qu'on suivit, c'est-à-dire en 2019, quelle a été la réaction de notre continent? Elle a été de faire le pacte vert. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sens aigu que face à cette folie, à cet aveuglement que Donald Trump incarnait déjà à ce moment-là, il fallait qu'on choisisse un autre chemin. Et ça a correspondu aussi à un moment où les écologistes avaient eu des scores historiques. Qu'est-ce qui se passe 5 ans plus tard, lorsque Donald Trump est réélu, après un mandat de pause? C'est très intéressant à noter. C'est que ce qu'avait fait la force de l'Union européenne en 2019, c'est-à-dire de réagir pour inventer un autre modèle, c'est exactement l'inverse, ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ce qu'est en train de faire la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'est avec minutie défaire tout ce qui avait été fait pendant les 5 années précédentes. Sauf que nous sommes dans une situation qui est, de mon point de vue, saisissante lorsqu'on regarde les enjeux historiques. Et je veux attirer en quelques instants notre attention là-dessus. On dit parfois que les ultralibéraux, les capitalistes, n'ont pas compris que la croissance infinie dans un monde fini, ça ne marchait pas. Eh bien moi, je pense qu'ils l'ont parfaitement compris. Et c'est en prenant conscience de cette réalité que ce qu'on appelle l'internationale illibérale est en train de faire ce qu'elle fait. Première chose, c'est l'accaparement acharné des ressources. Vous me direz, ce n'est pas nouveau. Mais là, cet acharnement à vouloir accaparer les ressources disponibles se fait en dépit de tout. De la morale, du droit international, de l'éthique, de tout ce qu'avait fondé ce qu'on appelle habituellement la civilisation. La deuxième chose à laquelle on assiste et que je trouve saisissante, c'est une forme de protectionnisme impérialiste. C'est ça que fait Donald Trump. D'un côté, il ferme les frontières, mais d'un autre, il veut occuper le Groenland, accaparer les ressources de l'Ukraine. Le troisième élément que je trouve fondamental pour comprendre ce qui nous arrive, c'est ce qui est qualifié parfois de néo-féodalisme des big tech. Les big tech, vous savez, c'est ce qu'on appelle communément les GAFAM, mais en fait c'est beaucoup plus que les GAFAM. Et d'ailleurs, ces géants de la big tech ne sont pas qu'aux États-Unis, ils sont aussi en Chine et ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils font, ces géants des big tech? Ils sont en train de créer un monde avec des services publics sans agents publics, une agriculture sans agriculteurs, des usines sans ouvriers, des commerces sans commerçants. Ils sont en train de drainer à eux l'ensemble de la capacité d'emmagasiner du capital, d'emmagasiner
des profits. Et puis le dernier point, qui est pour moi absolument fondamental quand on s'intéresse à la politique et à nos démocraties, c'est que ces géants, en collaboration avec cet international illibéral, sont en train d'accaparer à des fins privées ce qui relevait jusqu'à maintenant de la souveraineté des États. Ils battent monnaie, ils accaparent nos données personnelles et nos informations personnelles. Ils accaparent y compris les infrastructures, y compris militaires. Et donc là, j'en viens à ce que nous avons à faire. Parce que, pourquoi, vous savez, on entend souvent que l'écologie a le vent de face. Moi, je ne crois pas du tout en cette théorie. Je crois que par rapport à tout ce que je viens de décrire, l'écologie n'a pas le vent de face. Elle est juste au cœur de la bataille. Parce que tout ce que ces gens veulent faire, c'est précisément ce que nous combattons. Pourquoi s'attaquent-ils à l'écologie? Parce qu'ils ont besoin de s'attaquer à l'environnement, à nos démocraties, aux contre-pouvoirs et aux droits sociaux. Et c'est pour ça que notre rôle est absolument fondamental. Et je veux finir en disant que le champ de bataille, c'est l'écologie, pour ce qui est des idées, et pour nous, Français, c'est l'Union européenne. Parce que face à ces géants, il n'y a pas de souveraineté possible en dehors de la souveraineté fédéraliste européenne. C'est là qu'il y a la masse critique pour pouvoir les contrer. Et de ce point de vue, ce qui se passe dans l'Union européenne m'inquiète. Tout à l'heure, Guillaume Contard a dit quelque chose qui paraît évident, mais qui est très important. Des fascistes au pouvoir mènent des politiques fascistes. Mais j'ai autre chose à vous dire. Des forces politiques alliées à des fascistes mènent des politiques fascistes également. Il n'y a pas de collusion innocente avec les fascistes. Il n'y a pas de compromis possible avec ces gens-là. Et Mélissa Camara, l'une de mes collègues, me disait une phrase que je ne connaissais pas et que je trouve excellente. C'est quand à une table de 10 personnes, 9 personnes, 10 jeunes avec un fasciste, c'est une table de 10 fascistes. Et bien c'est à ça que nous sommes en train d'assister. Cette banalisation, cette remise en question de ce qu'il y a de pire, y compris par des gens qui se disent et qui se croient fréquentables, c'est inacceptable. Et nous, les écologistes, nous avons, je crois, ce sens aigu de reconnaître quand les choses basculent, parce que voilà, nous avons été quelque part élevés à ça. Mais notre responsabilité aujourd'hui, elle est nouvelle, parce que nous sommes, si vous voulez, au bord du gouffre. Et donc c'est là qu'il faut prendre nos responsabilités. Et moi, je suis très fier, dans cette Union européenne où nous menons ces combats, d'être, ça a été dit par Majdoline, une délégation, c'est comme les petits pimous, nous sommes petits mais costauds, et on se bat avec détermination. Et je veux dire quelques mots de mes collègues, même si vous les connaissez. D'abord, Marie Toussaint, qui est là, et je veux vous dire... Et je veux vous dire avec une très grande sincérité la fierté qui est la nôtre de siéger à ses côtés chaque jour. Marie mène beaucoup de combats au Parlement européen. Elle a beaucoup de copains aussi, mais elle mène surtout, pour ce qui nous arrive, beaucoup de combats au Parlement européen, sur des combats qui sont historiquement les siens, sur l'environnement, la santé, mais aussi sur les questions macroéconomiques, sur les questions de fiscalité juste, sur les questions sociales avec la question du logement, cette idée de veto social auquel elle tient et qu'elle porte au niveau du Parlement européen, et puis aussi la question de combattre ce détricotage dont je vous parlais, notamment ce qui est en train d'être remis en question aujourd'hui, ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire la fait de connaître les antécédents, les pratiques des entreprises, ce qui est, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais Marie mène ces combats-là. Je veux vous parler de Mélissa Camara. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé, parce que figurez-vous que Mélissa Camara, notre collègue, Mélissa, il y a quelques heures encore, était à l'aéroport, mais pour la bonne cause, puisqu'elle était en Turquie pour soutenir, lors d'un procès, Pinar Selek, qui est réfugié en France et qui aujourd'hui subit l'acharnement du régime
turque. Et donc moi je suis aussi très fier de siéger auprès de Mélissa qui mène ces combats à la Commission des libertés, à la Commission du droit des femmes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup des reculs sur l'écologie au Parlement européen, à l'Union européenne. Il y a aussi ces reculs-là qui sont redoutables sur le droit des migrants, sur le droit des personnes trans, gays, lesbiennes. Et c'est un honneur d'avoir Mélissa qui mène ce combat. Majdouline, que vous connaissiez déjà, qui présente avec talent, avec Akli, cette petite cérémonie, qui mène un combat essentiel sur la réindustrialisation. Vous savez que Majdouline vient des territoires qui a subi en première ligne ce qu'était la désindustrialisation, et donc elle mène ce combat au Parlement européen, et aussi la lutte contre la concurrence déloyale, avec notamment la question des traités de libre-échange et du Mercosur. Merci à Majdouline. Et puis, figurez-vous que nous avons un grand honneur, c'est que c'est un écologiste français qui préside la Commission des droits au Parlement européen. Il s'agit de Mounir Satouri. Et je vais vous dire pourquoi il faut en être fier, parce que jamais l'Union européenne n'a été autant devant ses responsabilités en termes de paroles portées sur ce qui concerne le droit international. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et moi, je peux vous dire que je suis fier que ce soit un député européen vert, français, qui fait en sorte que on a parlé de Gaza, il y ait des actions qui soient menées et que, du coup, on emmène les parlementaires, et certains d'ailleurs ne sont pas tellement pour respecter le droit des Palestiniens, devant la Cour de justice internationale pour que le Parlement européen concède qu'il faille respecter ce que dit la Cour de justice internationale. Ça paraît peut-être un détail pour vous. Mais quand un tiers du Parlement européen est rempli par des gens d'extrême droite, c'est extrêmement dur de garder ces combats. Et donc, avec détermination, ce que fait Mounir pour que nos valeurs soient portées au plus haut niveau du Parlement européen, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et puis pour ce qui me concerne, j'essaie de travailler sur la question des nouvelles technologies, du poids des big tech, j'en ai dit un mot, et puis aussi j'ai la lourde tâche de suivre la question de l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on en parle beaucoup moins de l'agriculture depuis quelques mois. C'était censé être prioritaire. Et figurez-vous que les bonnes mauvaises habitudes reprennent de plus belle. Et donc nous menons ce combat, et au cœur de ce combat que nous portons, je porte avec mes collègues verts, c'est la question du revenu des paysans, qui me paraît absolument centrale pour pouvoir permettre d'avoir un rapport de force avec ces multinationales. Mes amis, je veux conclure en vous disant que malgré les temps sombres que nous traversons, j'ai plein espoir en nos forces. Je me rappelle, toujours le rapport à l'histoire, que j'avais eu un moment à Pantin important pour moi. C'était un congrès des Verts où j'étais devenu secrétaire national en 2016. Il y avait beaucoup moins de monde dans la salle, il y avait beaucoup moins de parlementaires écologistes, il y avait beaucoup moins de mairies écologistes, les débats que nous portions étaient moins présents, et donc moi je ne crois pas à la théorie selon laquelle l'écologie sera en régression. Je pense au contraire que nous sommes au cœur de la bataille historique qui nous était assignée, celle de faire du vert notre combat, de faire du vert notre espoir et de faire du vert nos victoires. Je vous remercie.